Alors nous en venons au troisième chapitre de nos ancêtres de 1944, quand ils disaient « établir la liberté de la presse ». Je reprends les termes exacts, Je reprends les termes exacts du programme du CNR. « Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. » Alors, vous savez que j'aime bien l'histoire, mais l'histoire, pourquoi j'aime bien l'histoire? Parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Montesquieu, un des grands philosophes français du XVIIIe siècle que vous connaissez, des Lumières, a inventé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage, un des ouvrages les plus célèbres du XVIIIe siècle, qui est l'Esprit des lois. L'Esprit des lois, dans cet ouvrage de 1748, il y a 264 ans, Montesquieu avait théorisé la séparation des pouvoirs. Elle visait à créer des institutions étatiques séparées afin d'organiser un système de contrepoids, de contre-pouvoir qui protège au mieux les libertés fondamentales des individus. Il y a 264 ans, Montesquieu avait analysé et séparé les trois grands pouvoirs qu'il connaissait à son époque, qui était le pouvoir législatif confié à un parlement ou à un législateur, le pouvoir exécutif confié à un gouvernement composé généralement d'un Premier ministre et des ministres à la tête duquel se trouve un chef d'État, et enfin le pouvoir judiciaire confié aux juges. Eh bien, chers concitoyens, chers compatriotes, il faut maintenant que nous mettions Montesquieu au goût du jour. Il faut tout simplement que nous nous inspirions de cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Eh bien, nous avons un pouvoir énorme, un pouvoir colossal qui existe dans la société française et qui n'est réglementé par pas grand-chose. Eh bien, chers amis, nous devons être les Montesquieu de 2012 en actualisant la séparation des pouvoirs. Il faut reconnaître les médias comme un quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, dont Montesquieu n'avait pas eu notion. Il faut organiser la séparation de ce pouvoir médiatique des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif et des féodalités économiques et financières, comme disaient nos ancêtres de 1944. Il faut mettre ce pouvoir médiatique, comme les trois autres pouvoirs, au service de la nation. La nation, c'est-à-dire le peuple français souverain. Je l'explique souvent, la nation, ça n'est pas quelque chose d'extrême droite. La nation, c'est un concept qui est né à la Révolution française. C'est le peuple souverain, le peuple qui a pris le pouvoir. Alors, comment allons-nous organiser ce quatrième pouvoir médiatique comme un garant des libertés publiques et un promoteur de culture et d'émancipation? D'abord, la fixation d'un cadre constitutionnel pour le quatrième pouvoir, la création d'un vaste service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Il sera précisé qu'il doit favoriser les débats publics et l'éducation en proposant une information et des programmes de qualité en matière de culture et de science. La libération des médias des puissances d'argent et des influences politiques étrangères. Nous adopterons des lois anti-concentration pour les médias nationaux et régionaux et des dispositifs qui permettront de lutter contre la logique de la financiarisation dans le domaine des médias. Nous interdirons que des firmes qui interviennent fortement dans d'autres secteurs d'activité économique possèdent des médias. Nous promulguerons l'interdiction constitutionnelle de toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous limiterons l'ampleur des financements publicitaires et de la durée des messages publicitaires. Nous ferons une réforme du système d'aide publique à la presse afin que les subventions publiques favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à notre vie
démocratique. Nous ferons retour à la nation, comme disaient nos ancêtres de 1944. J'aime beaucoup ce terme de retour à la nation. Nous ferons retour à la nation en matière de médias. Nous ferons retour à la nation de 3 structures essentielles. Tout d'abord, nous renationaliserons TF1. Il n'est pas tolérable qu'un groupe privé dispose de la formation de l'opinion publique en France. Il n'est pas tolérable que TF1 puisse, par des jeux de pouvoir, des jeux d'amitié, de famille, accorder 25 minutes à M. Strauss-Kahn devant 13 millions de téléspectateurs. Il n'est pas normal, pour que M. Strauss-Kahn nous raconte ses exploits dans une chambre d'un hôtel new-yorkais. Il n'est pas normal. Non, mais c'est devant 13 millions de téléspectateurs que ça se passe, pendant 25 minutes. Il n'est pas normal que les propriétaires de TF1 soient pour une large part des fonds de pension américains. D'ailleurs, il y avait, j'y reviendrai tout à l'heure, au moment de la charte de la Havane, qui avait été signée après la Seconde Guerre mondiale pour avoir une organisation internationale du commerce, il était prévu que les États devaient avoir le droit de préserver la propriété des médias de puissances étrangères afin d'éviter qu'il y ait de la formation de l'opinion publique par des puissances étrangères, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il y a la renationalisation de TF1, le premier retour à la nation. Le deuxième, c'est la renationalisation de Télédiffusion de France, de TDF. Et le troisième, c'est la restitution à l'agence France Presse de son statut originel et de son rôle de service public de l'information. Je rappelle que l'agence France Presse est la seule agence mondiale qui ne soit pas réellement mondiale. Il y a d'autres agences, il y a RIA Novosti, il y a l'agence chinoise, mais la seule agence réellement mondiale qui ne soit pas anglo-saxonne, c'est l'agence France Presse. Je rappelle que son statut originel avait été le fruit d'une longue réflexion commencée justement pendant la Résistance et adoptée à l'unanimité par le Parlement en 1957, et que ce statut stipulait notamment que l'AFP n'est pas une propriété, qu'elle doit être placée en dehors des pratiques capitalistiques et qu'elle doit assurer sa gestion selon un principe coopératif. L'État doit permettre à l'AFP, l'État qui est en train de privatiser l'AFP de façon sournoise, de la soumettre à des contraintes qui ne doivent pas justement, auxquelles elle ne doit pas être soumise, l'État devra permettre à l'agence France Presse d'assurer financièrement son indépendance et son ambition, notamment par la présence de nombreuses antennes à l'étranger, afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. De la même façon que nous avons transformé, que nous transformerons le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle, eh bien nous transformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en une cour supérieure de l'audiovisuel. Parce que figurez-vous que le scandale pour le CSA est également le même que celui du Conseil constitutionnel, puisque les membres du CSA sont nommés, comme au Conseil constitutionnel, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, c'est-à-dire que tout ceci se fait en fonction de connivence politique. Alors ça n'est pas tolérable. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera transformé en une Cour supérieure de l'audiovisuel, notamment chargée d'assurer la représentativité politique objective de l'opinion publique française dans toute sa diversité. Cette nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel verra son indépendance du pouvoir politique et du monde économique et financier garantie par un changement complet du mode de nomination. Actuellement identique à celui du Conseil constitutionnel, eh bien nous le transformerons à l'identique avec la nomination de magistrats inamovibles pour 9 ans, élus par les assemblées. Cette CSA sera dotée de moyens d'investigation pour recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français
notamment avec un panel de consultation en ligne de plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs. Parce que ce qui est formidable, c'est que nous sommes dans un univers où il est très facile de savoir ce que les gens veulent. Il suffit d'avoir 20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou même te tirer au sort, pourquoi pas, les téléspectateurs qui le souhaitent, et de demander aux téléspectateurs quotidiennement ou régulièrement ou tous les mois, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des partis politiques, des responsables politiques, des émissions que vous ne voulez plus voir et d'autres que vous aimeriez bien voir? Et non seulement le CSA, qui sera avec des magistrats à sa tête, recueillera ces demandes, mais les mettra en œuvre. Alors il y aura une loi organique qui organisera tout ceci naturellement, mais les mettra effectivement en œuvre. Parce qu'actuellement, le CSA n'a qu'un pouvoir de protestation et d'imposer des amendes. Pensez comme ça n'est pas à proportion du problème. Donc la nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel sera dotée de pouvoirs opérationnels réels, pas seulement des pouvoirs de réprimande et de sanction. Par exemple, elle pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à une formation politique injustement traitée. Elle le pourra. Elle pourra exiger, de même qu'on peut exiger qu'une cour de justice peut exiger qu'une publication judiciaire soit imprimée aux frais d'une entreprise, par exemple, dans tel ou tel journal, eh bien, la CSA pourra exiger qu'il y ait tant de minutes qui soient consacrées à telle formation politique, parce que, à l'évidence, ça correspond à un souhait qu'elle a constaté, notamment avec son panel de personnes représentatives de l'opinion publique française. De la même façon, elle pourra exiger une meilleure répartition des opinions parmi les commentateurs politiques et économiques de l'actualité. Par exemple, exiger que les journalistes à l'antenne se répartissent équitablement entre oui et non en cas de référendum. Puisque, comme vous le savez actuellement, nous avons une parodie des démocraties, puisque, certes, on essaye de faire parler, lorsqu'il y a un référendum, les partisans du non, mais tous les commentateurs, tous les journalistes sont censés être du côté du oui. Et font passer ce que l'on appelle des messages subliminaux aux auditeurs ou aux téléspectateurs en leur disant « Eh bien oui, en fait, moi, vous avez confiance en moi, donc votez comme moi, votez oui ». Donc c'est à ceci que nous nous attaquerons également. L'objectivité politique des médias fera l'objet de la fixation d'un cadre législatif précis afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques aux médias, y compris les jeunes partis. Alors évidemment, je prêche pour notre paroisse. Mais justement, et moi je souhaite que dans 20 ans ou dans 30 ans, lorsque l'UPR peut-être sera ossifié à son tour, eh bien que de nouveaux mouvements puissent se créer. C'est ça une démocratie vivante, c'est ça une démocratie où les gens peuvent exprimer leur point de vue. Assurer une diversité politique représentative des différentes opinions parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information ou d'émissions à tonalité politique. Assurer la publicité des détails du financement des médias. Les actionnaires et les groupes tout médias devra rendre publiques ces données qui devront en particulier être directement accessibles sur les sites Internet, puisqu'actuellement vous avez les pires difficultés souvent pour savoir qui paye les médias que vous êtes quasiment obligés d'écouter. Et puis n'oublions pas les journalistes. Je ne suis pas de ceux qui tapent sur les journalistes parce que je sais aussi que les journalistes, parfois, en ont gros sur le cœur. Simplement, ils savent qu'ils sont obligés de faire semblant. Ils savent que c'est leur métier qui est en cause, parce qu'ils savent que si, par hasard, ils invitent quelqu'un qui n'a pas l'heure de plaire au patron, eh bien, ils risquent de se faire taper sur les doigts. J'ai été invité, il y a quelque temps, sur telle ou telle petite télévision. L'impression, les scores sur Internet, on a pulvérisé tous les records. Je ne vois pas de réinvitation arriver, ce qui est curieux, puisque normalement, on devrait me réinviter compte tenu des scores. En d'autres termes, les journalistes ne sont pas libres, et il faut leur permettre d'être libres. Il faut lutter contre la précarité dans les métiers du journalisme qui participe de la situation déplorable de l'information en France. Il faut faire un réexamen du fonctionnement et des financements des écoles de journalisme également. Et puis, c'est des matières où il est difficile de légiférer, mais il faudra favoriser l'adoption par les journalistes d'un code de déontologie interdisant le mélange des genres, presse, politique. Voilà. Je vous informe
que ma femme n'est pas présentatrice d'un 20h à la télévision. Parce que c'est une épidémie.